Bonjour à tous et à toutes d'être là, d'être nombreux et nombreuses à être venus nous écouter alors qu'il est dimanche et 17h et que c'est la fin du festival. Donc j'espère qu'on fera une table ronde qui vous intéressera pour cette fin de festival, donc sur effectivement sexe, alors je sais jamais dans quel ordre, genre, sexe, biologie et science-fiction. Avant de commencer cette table ronde, je voulais juste faire une toute petite introduction sur le contexte politique qui m'a poussé à proposer ce sujet à Anne Canneville, que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté cette table ronde. Quand même pour rappeler que les offensives réactionnaires contre les droits et la dignité des personnes trans se sont multipliées ces dernières années, venant d'un effort conjoint de l'extrême droite et des mouvances féministes réactionnaires. Donc ces attaques ont des conséquences assez directes quand même sur nos vies. Et donc, à toutes les personnes qui sont présentes dans le public et surtout les personnes cis, je vous demande ceci. Vous allez pendant 1 heure assister à nos échanges, apprendre de nos expériences et de nos expertises. Et je compte sur vous pour que ce ne soit pas qu'une parenthèse distrayante, une leçon de vie ou une expérience de pensée originale. Pour reprendre les termes utilisés par les afroféministes, soyez plus que nos alliés, soyez nos complices. Et je vous demande d'être attentifs et attentives dans les années à venir et dans les mois à venir. Défendez vos adelphes trans, et parce qu'on en aura bien besoin. Et voilà, c'était la minute introduction pas drôle, mais après promis, on va mes invités seront, je pense, plus distrayants que moi. Donc voilà. Et donc effectivement, je vais les laisser se présenter avant toute chose. Parce que ce sont des gens qui ont de multiples casquettes, de multiples talents, et au bout d'un moment, je ne sais plus comment vous présenter parce que vous faites trop de choses différentes. Donc Sabrina, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Ah, on m'entend ? Merci pour tes mots d'ouverture. C'était très cool. Je m'appelle Sabrina et je suis écrivaine et plasticienne. Ouais. Bonsoir, vous m'entendez ? Non. Pas trop. Non, mais c'est... Allô ? Ouais, là, c'est bon. Je m'appelle Alex Maoudo, Panda of Strocknis. Je suis là. J'ai un compte Twitter sur lequel je parle régulièrement de politique et de sciences sociales et qui est suivi par 27 000 personnes de trop. Et j'ai écrit un bouquin sur le wokisme. Et avant ça, j'avais fait un doctorat en sciences politiques. Voilà. Et du coup, bonsoir. Donc, je suis Saul Pandelakis et je suis enseignant-chercheur, auteur, illustrateur et très content d'être là. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation. Donc effectivement, on va parler genre, sexe, biologie et science-fiction. C'est un sacré programme pour 1 heure. Donc on va parler de vos livres et puis je pense qu'on va dévier probablement un petit peu aussi à un moment. Mais avant toute chose, effectivement, je voulais commencer par une question voilà sur donc pour les réactionnaires. Les questions de genre et de transidentité sont souvent vues comme un déni de la réalité et de la biologie. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mis biologie dans le titre, dans un festival qui parle de science. Donc, alors je vais commencer par, je vais pas trop parler parce que c'est trop bien, parce que j'ai une experte sur le sujet avec Alex quand même. Je vais pouvoir te demander, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette idée que la mobilisation du principe de bon sens et de réalité dans les attaques réactionnaires contre la pensée woke. Voilà. Avec plaisir. Il y a un phénomène d'affirmation en négatif d'un modèle de société dans ces prises de position dont on parle. Je suis désolée, les personnes qui m'ont écouté tout à l'heure, je vais le reciter pour la 2e fois. L'analyste Michael Brooks, oui, avait expliqué que la nouvelle droite contemporaine a 2 opérations de pensée qui lui servent à justifier les inégalités sociales et le statu quo, qui sont la naturalisation et la mythologisation. La mythologisation, c'est ce que vous avez quand la Manif pour tous vous dit l'anthropologie humaine nécessite que la filiation fonctionne sur un père et une mère et sur la dualité de l'homme et de la femme. La biologisation ou la naturalisation, c'est quand, pour prendre un intellectuel
anglophone en vogue, Jordan Peterson, le psychologue canadien, vous explique que les femmes ne devraient pas travailler avec des hommes parce que elles portent du rouge à lèvres pour simuler l'excitation sexuelle et que par conséquent ça conduit les hommes à les harceler sexuellement et que du coup ce serait plus simple si elles travaillaient pas avec les hommes. C'est une citation authentique. Cette idéologie-là s'appuie par conséquent sur la nécessité de procéder d'un sexisme différentiel, c'est-à-dire d'une idéologie selon laquelle les liens, la distinction entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire le dimorphisme qui caractérise notre espèce, ne soit pas bimodal, c'est-à-dire organisé autour de deux pôles qui sont majoritaires avec une variété d'interactions et d'inflexions au milieu, qui inclut les personnes intersexes, les personnes trans, mais également les personnes qui sont divergentes sur le plan du genre, etc. Mais de façon binaire absolue, c'est-à-dire vous êtes soit l'un, soit l'autre, et au milieu, il n'y a que des accidents, avec donc une sympathie pour nos amis intersexes que vous aurez remarqué. Évidemment, il y a une nécessité de s'opposer à tout ce qui remettrait cette chose-là en cause. Pendant longtemps, ça a été l'homosexualité, ça a été la libération des femmes, mais actuellement, voilà, on n'a pas de peau. Le cadran est tombé sur les personnes trans et ça sera autre chose la semaine prochaine, avec cette nécessité systématique de réaffirmer, qui est quelque chose qui est très présent dans le discours réactionnaire, une distinction entre les deux sexes qui devrait être maintenue également comme rapport hiérarchique. Voilà, en gros, quand on vous dit les personnes trans nient la biologie, c'est ça qu'on veut dire. Alors évidemment, les personnes trans nient la biologie, c'est un mensonge, c'est faux. La caractéristique d'une personne trans, c'est qu'elle est au courant du fait que sa biologie n'est pas la même que celle d'une personne cis. Et par ailleurs, la médecine trans va dans le sens de gérer, de prendre en charge cette réalité. Et c'est en réalité tout simplement un mot-clé qui sert à faire de la propagande. Et c'est une formule simpliste et un slogan. Voilà, je suis désolée, j'ai parlé longtemps. Non, merci pour cette mise au point. Je trouve ça très chouette d'avoir une sociologue et des auteuristes de SF. Justement, on peut faire le dialogue comme ça de manière assez chouette. Mais du coup, je voulais vous interroger, Saul et Sabrina aussi, sur la question de la réalité. Alors, je vais commencer par Saul, parce que justement, cette question de la réalité. Bon, alors, pour reprendre, en gros, la science-fiction, c'est un genre aussi qui aborde notre monde via un décalage temporel, technologique, etc. Et ça nous permet aussi d'interroger le fait qu'il y ait une réalité qui soit donnée, inaltérable, intemporelle, qui soit toujours la même, voilà, qui est immuable. Et du coup, notamment, je trouve que dans la séquence Hartman, donc le livre le roman de Saul, tu expliques pas mal tu explores pas mal cette idée de multiplicité des expériences de réalité. Donc, pour résumer un peu le roman, les bots, donc des robots avec une intelligence artificielle tellement développés que ce sont devenus des personnes. Voilà, on a dépassé ce qu'on appelle la singularité technologique, où les robots sont devenus, donc les bots sont devenus des personnes. Ils expérimentent la réalité de manière très différente des humains, et c'est le sujet de beaucoup de discussions entre Asha, donc le personnage qui est une bot, et ses amis. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus sur cette différence de pensée? Ouais, alors je trouve intéressant que tu dises que les bots du roman fassent une expérience très différente des humains, parce que justement, moi, tout ce que j'essaye de faire dans mon travail d'écriture, c'est de pas réifier des endroits de différence, ce qui est, à mon avis, ce que font exactement les conservateuristes. C'est-à-dire que quand une chose est a priori très différente, je vais plutôt essayer d'aller chercher des points communs ou des points de convergence. Et quand une chose paraît similaire ou identique à une autre, je vais au contraire là essayer d'aller cultiver la différence. Et à mon avis, ça, c'est presque une définition méthodologique de ce que ça veut dire une approche queer de l'écriture, en fait. C'est de jamais dire, par exemple, tiens, c'est mon cas en ce moment, là j'écris une fiction avec un extraterrestre, je n'en fais pas le représentant de la différence. Voilà. Et pour moi, les bots dans la séquence Hartman ne sont pas des représentants de la différence. Enfin, ou au contraire, c'était de partir de cette familiarité des lectrices avec le paradigme des robots comme étant l'autre, et puis les amener par petites touches à se dire, mais est-ce qu'ils sont si différents? Parce que on a des robots qui disent, j'ai des parties génitales, je les ai pas choisies. En même temps, mon genre, je le sens comme ci, comme ça. J'ai des problèmes émotionnels, j'ai des difficultés à relationner avec les autres. Et au bout d'un moment, on se dit, oui, en fait, ils ont les mêmes problèmes que les humains en substance.
Une autre chose qui était importante aussi pour moi, c'était de jamais faire de la condition robotique une métaphore de la transidentité. Parce que ça revient aussi à ne pas représenter la transidentité. Et c'est pour ça que même quand je pitch le roman, là, y compris dans des événements comme celui-ci, je dis toujours que Asha, un des personnages principaux, elle est bot et trans. Alors, même si dans cette condition de robot, il y a des choses qui peuvent croiser l'expérience trans, pour moi, c'est bien deux éléments d'identité qui la traversent et qui définissent son expérience. Elle est à la fois altérisée comme bot, elle est aussi altérisée comme personne trans. Et du coup, j'ai essayé d'imaginer par ce roman une intersectionnalité qui, pour l'heure, n'existe pas. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire d'être discriminée à la fois en tant que robot, en tant que personne trans, et bien évidemment en tant que femme, puisqu'elle est aussi une femme. Ouais, merci. Effectivement, c'est ça aussi que je trouvais chouette, c'est que voilà, ils expérimentent. Enfin, par exemple, on a une chaleur terrible dans le roman que les robots ne ressentent pas, mais que les humains ressentent, mais ça les empêche pas d'avoir une expérience finalement. Oui, c'est sûr qu'ils sont pas un corps identique, mais je trouvais intéressant que de cultiver aussi ces différences comme des points de conversation et de voir aussi comment les personnages arrivent à se relier en s'interrogeant sur qu'est-ce qui est différent pour toi, comment toi tu sens ça, et pas forcément parce que les gens sont des bots, des personnes trans ou des femmes ou que sais-je, mais juste toi comment tu le vis. Et ça c'était hyper important. Enfin c'est cet aspect aussi, on en parlait dans une autre table ronde, dialogique en fait, d'aller cultiver une écriture qui fasse la part des points de vue, même si c'est super dur et pas forcément toujours l'impression de réussir, mais c'est l'objectif. Ouais, c'est super chouette d'ailleurs, d'avoir plusieurs points de vue de meufs bot trans dans le roman, qui finalement en fait c'est pas les personnages qui sont les plus d'accord, qui partagent la même expérience finalement. Voilà, il y a des personnages dont Asha se sent plus proche que de sa pote qui est aussi trans, aussi bot et aussi femme. Voilà, pour citer quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est la pluralité des expériences qui fait la beauté du roman, je pense. Et Sabrina, du coup, pour toi dans Melmoth, mais pas que dans Melmoth d'ailleurs, dans tes romans, il y a souvent sur l'idée de réalité, il y a souvent un glissement, un décalage au fur et à mesure du roman de la réalité, où il y a une sorte d'absurde qui finit par se glisser. Mais c'est souvent par l'absurde en fait qu'on finit par rattraper la réalité, qu'on finit par retrouver le fil du sens de ce qui se passe. Du coup, j'avais envie de te poser une question un peu compliquée peut-être, mais c'est quoi le réel pour toi? C'est parce que finalement, si c'est par l'absurde, si l'absurde est des fois l'absurde est plus réel que le réel dans tes romans, non? Enfin, j'ai l'impression. J'aime bien te poser des questions difficiles. Ok. Alors, ok, bon, ça c'est strictement personnel. C'est une vision à moi. Je sais pas de l'essentialiser en position métaphysique définitive ou même voilà. Moi, je mets un curseur entre le réel et la réalité au sens où, pour moi, nous vivons dans des constructs de réalité, c'est-à-dire dans des maillages symboliques qui, on va dire, des parties en présence vont tenter d'essentialiser pour justifier leur but de pouvoir. La légitimité du pouvoir se construit sur un peu ce que tu disais tout à l'heure, Alex, sur l'idée de ce principe de nature ou ce principe de sens commun ou ce principe de tradition ou ce principe de c'est comme ça, etc. Et qui est en fait une position idéologique, mais qui s'est à un moment donné érigée en endroit de pure fluidité qui est devenu statique à un moment donné. Et depuis ce point de statique, le pouvoir qui s'est construit a décidé de dire c'est comme ça pour toujours. Voilà. Donc ça pour moi c'est la réalité. Et cette réalité-là, elle est multiple. Il y en a plein. Il y en a en nous toutes. Il y en a partout autour de nous, dans chaque culture, dans chaque district, dans chaque vie, dans chaque voisinage, dans chaque espace domestique. Enfin, ces réalités pullulent. On peut passer de l'une à l'autre avec plus ou moins de facilité. On peut fusionner certaines de ces réalités. Mais globalement, on est dans ce maillage-là. Le réel, pour moi, c'est pas ça. Le réel, c'est plutôt ce qui nous pense en dehors de nous. On pense la réalité, on pense notre cognition. Enfin, on a notre cognition qui nous envoie des choses avec lesquelles on est capable de construire derrière des architectures de sens. Mais qu'est-ce qui nous pense nous? On ne sait pas. Mais par contre, on peut postuler qu'à un moment donné, il y a un phénomène extérieur dans lequel nous sommes des objets, non plus des sujets. Et pour moi, le réel, ce serait ça. C'est-à-dire le moment où
quelque chose nous échappe et il y a une autonomisation. Alors soit de systèmes symboliques qui se sont échappés de la perception humaine pour pouvoir trouver une forme de déroute de sens et qui échappe à tout, une espèce de bulle comme ça, de l'arsène et de chaos, et qui soudain viendrait nous dicter des impulsions, doctrines, des comportements. Je veux dire, on parle de fric, mais aujourd'hui, regardez comment le fric impacte nos décisions. Donc on est dans un endroit où, à un moment donné, on a construit cette chose, ce golem-là. C'est de l'énergie congelée, hein, la thune. Et du coup, à quel moment nous n'avons plus le contrôle là-dessus, mais cette chose nous contrôle par défaut, parce qu'on n'est pas sûr qu'elle pense, on ne peut même pas lui prêter, en fait. Mais par contre, on sait que son existence et son action dans le monde nous dictent des choses. Et ça, pour moi, c'est ce feedback-là qui est du réel. C'est pas simplement la matière, c'est pas simplement l'endroit où on va aller se confronter au fatal sur lequel on va pouvoir se briser, mais c'est l'endroit où ce vide devient présent à nous, se réclame à nous. Et penser ce réel-là, c'est-à-dire essayer d'y avoir accès, on est obligé en fait de se défaire à la fois de notre cognition, on est obligé de basculer à un point de silence et de non-sens pour pouvoir arriver à l'organe qui se pense lui-même en fait. Un œil ne se voit pas lui-même. Donc comment est-ce qu'on peut voir en amont là toute cette espèce de masse de choses qui nous échappent et qui pourtant nous sculptent en creux à l'intérieur de notre mariage de réalité. Là, pour moi, il y a un enjeu qui est représenté dans la narration, parce que, pas se leurrer, tout ça, c'est une lutte de l'imaginaire, quoi. La lutte qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pas du tout une lutte de forme sur les contenus des imaginaires dynamiques. Ce qui est en train de se passer, c'est à quel endroit se situe la construction même de l'imaginaire. Et aujourd'hui, le curseur, on peut très bien le mettre dans cette fluidité-là. C'est-à-dire, à quel moment on accepte de dire que, on parlait des mythes, que les mythes prédestinent et préexistent à l'action humaine, et donc deviennent sacrés, et donc deviennent donc des endroits de division entre sacré, profane, rêve, réalité, fiction, virtualité, tout ce que vous voulez, quoi. Cette espèce de... Et à quel moment c'est l'humain qui produit du mythe, et qui réinvente les mythes, et qui réapprend les mythes, et qui réapprend à les dire de tout un tas de manières. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il existe probablement une vérité, mais que cette vérité ne nous est pas accessible, qu'il n'y a pas des vérités, mais une vérité, et qui prend forme et qui s'incarne à travers les corps, à travers le temps, à travers les traditions, à travers les moments, les contextes, les affects, et que cette recherche-là de vérité, si tant est que ce soit un sens à notre humanité, c'est un endroit où la fluidité de la narration et la fluidité de la construction de l'imagination est nécessaire. Et on a aujourd'hui une fossilisation, évidemment, de ces mythes et de cette narration par les pouvoirs en présence, qui non seulement essentialisent les pratiques, mais aussi essentialisent l'origine des pratiques. Et c'est contre ça qu'on essaie de se battre quand on crée des nouvelles formes de récits, même si on a tendance à tomber dans l'ornière des vieilles formes, aussi, parfois, parce qu'il faut être accessible. Et donc voilà, donc le non-sens pour accéder à ce qui nous pense en creux, et à pouvoir réaccéder à une forme de fluidité de la matière narrative qui nous permettrait en aval et en amont, en temps réel, de réinventer le sens de nos existences, pourquoi pas? Merci. Mais je savais que c'était un thème qui t'est cher et qui est assez présent dans ton œuvre. Ouais, on fait des petits détours aussi par rapport au sujet parce que j'avais envie quand même de parler un peu des bouquins. Et du coup, enfin bref, tout ça effectivement pour effectivement repartir sur l'idée que bon, le réel des conservateurs n'est pas forcément le réel des gens qui existent dans la réalité. Et je voulais parler d'ailleurs un peu de représentation dans la SF, et c'est super parce que Saul, tu m'as pavé le chemin, justement. Parce que je voulais dire justement que c'est un des trucs que j'ai particulièrement aimé dans vos bouquins avec Sabrina, c'est que finalement on a assez peu de représentativité des personnes trans dans la SF. On a plein de choses annexes. Alors je voulais d'abord parler d'un sujet avec Alex, c'est que notamment dans la représentation de la transidentité ou de la divergence de genre dans la SF, il y a déjà tout l'imaginaire réactionnaire qui se saisit justement des pensées de la SF pour parler de la catastrophe de la théorie du genre. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Bah ouais, ok. Il y a
un usage qui m'intéresse de la science-fiction, de la forme prospective en fait, c'est-à-dire de comment le monde va être, qui est fait par les réactionnaires, notamment à travers actuellement à travers leur obsession pour 1984, et qui conduit parfois à ce qui se trouve en fait dans la position d'inventer la chose à laquelle ils s'opposent. Donc il y a une espèce d'obsession dystopique en fait chez les auteurs que moi je lis, qui ont besoin, qui ressentent vraiment ce besoin de s'inventer un monde dans lequel ils seront des espèces de victimes éternelles comme ça. Je pense à un truc qui a pas à voir avec la transidentité, mais qui a à voir avec le féminisme. C'est l'obsession des auteurs que je lis à imaginer un avenir dans lequel des féministes radicales toutes puissantes auraient pris tout pouvoir et auraient par conséquent brûlé tous les livres pas écrits en écriture inclusive pour imposer des livres en écriture inclusive. Ce qui est intéressant, c'est que pour montrer l'enfer que ce serait une société comme ça, un certain nombre d'entre eux ont eux-mêmes fait la chose qu'ils accusent les féministes de vouloir faire, c'est-à-dire réécrit des textes classiques en écriture inclusive à la place des féministes qu'ils craignent. Donc on se retrouve avec cette espèce de je vais écrire moi-même Le Corbeau et le Renard en écriture inclusive pour montrer que si quelqu'un d'autre le faisait, ce serait grave, et donc il faut s'opposer aux gens qui ne l'ont pas fait, de peur que à l'avenir ils ne le fassent. Il y a une espèce d'absurdité évidemment, mais qui est pas inintéressante, parce que c'est en fait il y a un phénomène comme ça constant de production de débats. C'est pour ça que c'est extrêmement frustrant d'être une personne qui réalise une transition dans le débat actuel sur la transidentité, c'est-à-dire que les personnes dont on parle débattent avec ou débattent de la fiction caricaturale négative qu'ils ont inventée dans leur tête sans se poser de questions sur ce que c'est que la réalité de cette expérience-là, de ce que serait une personne trans. Ils débattent avec l'ombre du nombre du nombre du nombre du nombre. Et pendant ce temps, les personnes trans concrètes ne sont pas là, en fait. Elles sont... elles regardent un miroir déformant qui a été produit par d'autres, et où, en fait, davantage que elles, les conservateurs se regardent eux-mêmes dans ce miroir déformant. C'est-à-dire, ils regardent tout ce qu'ils ont envie de projeter de négatif sur les rapports entre les classes de sexe, et qu'ils osent pas nommer, et donc qu'ils essayent d'extérioriser. Donc là-dessus, il y a un usage effectivement qui est pas à négliger des espèces de dystopies ordinaires des intellectuels réactionnaires qui moi m'intéressent beaucoup, parce que elles cachent souvent le fait que beaucoup des éléments de dystopie qu'ils essayent de fantasmer sont des éléments qui sont des réalités pour d'autres. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas le droit. On a cette crainte de dire on va supprimer nos textes, les interdire, etc. Dans un contexte où on sait que actuellement, présentement, le mouvement dont il s'inspire, notamment aux États-Unis, puisqu'il s'inspire des États-Unis, est en train de faire exactement ça. C'est-à-dire de dire il y a des textes qui sont à bannir, il y a des textes qui sont à proscrire, et ce sont les textes dans lesquels on décrit des réflexions sur le racisme, des réflexions sur les identités LGBT, des réflexions féministes, etc. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Merci. Et oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est important pour moi dans les romans qu'on a ici, c'est parce que effectivement, même dans la SF de gauche progressiste, enfin si on sort du cercle réactionnaire, finalement il y a beaucoup de textes qui parlent de genre, de divergence de genre, ou de qu'est-ce que c'est que sortir d'un système cis hétéronormé, mais où il n'y a pas de personnes trans en fait. Donc on est dans un système où je pense à La main gauche de la nuit de Ursula Le Guin, qui est un texte que j'aime beaucoup au demeurant, mais où finalement ça parle effectivement de divergence de genre sans que les personnes trans n'existent, ou dans une moindre mesure, parce que je pense à Triton aussi de Samuel Delany, enfin plein d'autres textes. Et du coup, Saul, si tu veux élaborer sur cette idée de pourquoi toi c'était important de mettre des personnes trans, et que ce soit pas une métaphore, que ce soit pas symbolique, que ce soit vraiment des personnes trans concrètes en fait. J'ai l'impression aussi, je vais répondre à ta question, mais j'ai aussi envie de rebondir un petit peu sur ce que Pandov vient de dire, parce que en ce moment, avec ce backlash en fait qu'on est en train de subir, donc ce retour de bâton conservateur qui fait suite quand même à des avancées, ou en tout cas une plus grande visibilité
des personnes trans dans l'espace médiatique, il est tentant aussi d'observer beaucoup les plus réactionnaires, parce que s'ils parlent très fort, ils prennent beaucoup de place. Il y a des gens donc qui se font une carrière sur ça. Allez, on va les nommer. Marguerite Stern, Dora Muto sont des gens qui, à mon sens, n'ont rien à apporter au débat en termes épistémologiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissances intéressantes dans leurs propos. Le fait, par contre, de constituer les personnes trans en hommes de paille, si je puis dire, leur permet de se faire une carrière, de devenir conférencière, influenceuse. Donc, il y a finalement pas tant de contenu et elles prennent beaucoup de place. Ce que je veux dire, c'est qu'aussi, il existe une sorte de, je dirais pas une transphobie faible, mais une sorte de déformation de ce que peut être la transidentité. Donc, ça va pas forcément être des personnes transphobes immédiatement, ou elles nous paraîtront pas les plus transphobes au premier abord, mais ce sont des gens qui ont une espèce de lecture de surface de la transidentité, voire même qui peuvent consommer la transidentité dans un contexte capitaliste où la personne trans devient un peu une sorte d'ambassadeur d'elle-même, de regarder comme c'est chouette, le frics quoi, voilà, regardez comme c'est bien cette variance de genre, comme c'est intéressant, oh, j'adore, c'est fascinant, et ça on le trouve énormément. Et là je trouve que il y a des chercheuses qui font un travail important qu'il faut nommer là-dessus. Moi, je la cite beaucoup, mais Muriel Plana, qui travaille dans mon laboratoire à Toulouse, c'est quelqu'un qui travaille depuis des années sur la théorie queer, notamment en art de la scène. Et elle dit une chose, notamment dans ses derniers écrits qui portent sur l'utopie et la science-fiction. Elle dit que le queer et le trouble, parce que souvent on associe la notion de queer au fait de troubler les essences, les identités, le trouble n'est pas la confusion. Et encore récemment, moi j'ai parlé un chercheur que je ne nommerai pas, qui était trop content de me dire que dans un texte qu'il étudiait, ça change de sexe tout le temps, c'est trop génial, du coup c'est incroyable, c'est révolutionnaire. Ben non, parce qu'en réalité, moi ce qui m'intéresse, et pour revenir peut-être aussi à mon roman, c'est quoi une existence de personne trans ? Comment elle advient, cette prise de conscience ? Quels sont les besoins qu'on a ? Quels sont les freins ? Comment on est sans cesse produit en tant que personne trans, avec ou sans passing, et que ça change, et que c'est dur à naviguer. Et de montrer aussi que Sabrina parlait aussi des différentes réalités comme ça qui se cristallisent à des endroits différents. Je sais pas si je comprends entièrement ce que tu dis, et moi je l'entends aussi beaucoup comme arriver à faire cette traversée sans cesse. Je sais pas s'il y a un consensus là-dessus, mais beaucoup de personnes trans disent qu'une transition n'est jamais terminée. L'idée que la transformation, je mets des énormes guillemets parce que c'est le vocabulaire qui est souvent utilisé pour parler des personnes trans. Donc quand cette transformation soi-disant est terminée, ce serait fini et tout irait bien dans le meilleur des mondes. En fait, c'est pas comme ça. Et moi, c'est ça que j'ai essayé de montrer dans le roman. Je sais pas si je réponds entièrement à ta question en disant ça, mais peut-être qu'un rebond aussi mais permettra de préciser. Oui, et puis c'est bon, si tu veux rebondir, moi ça me va très bien que tu rebondisses sur ce que dit Panda, et si tu veux rebondir aussi là-dessus. Alors, c'est marrant, j'ai une anecdote à vous raconter, c'est drôle. J'étais en train de faire une performance, je sais plus où là, et donc j'ai fait cette performance et à la fin de la performance, il y a cette meuf qui vient me voir, une dame d'un certain âge, très sympa par ailleurs, une meuf que j'ai bien aimée, et qui me regarde, qui me fait « Ah, écoutez, c'est formidable ce que vous êtes. » Je lui dis « Écoutez, je suis ravi, ça me fait très plaisir. » Elle me dit « Vous savez, moi j'adore les vampires. » Alors, les vampires, les loups-garous, les trans, là, je vous adore. Alors, la meuf, je la regarde, je lui dis, ouais, mais nous, on existe, quoi, genre. Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, ouais, on est une réalité biologique, non ? Je veux dire, on a des ordonnances endocrino, vous voyez, moi, je vais voir mon pharmacien, puis voilà, puis j'existe. Elle me dit, ah oui, vous savez, c'est juste que, dans mon imaginaire, c'est un peu ça, quoi. C'est comme les loups-garous, quoi. Ok. Alors, je sais pas si elle me parlait de mes poils, mais j'ai été vachement vexé par rapport à ça, parce que j'ai un gros problème, ce qui reste de mes poils. Et du coup, je crois que je me suis souvent confronté à ça, moi. Et tu parlais de cristallisation de réalité que tu ne comprenais pas, etc. Je suis pas certaine de comprendre tout à fait ce que je dis, moi non plus, tu sais. C'est juste, tu sais, moi je parle d'où je sens. Je pense d'où je sens. Je pense pas trop, c'est pas très construit, c'est un peu genre... mais du coup, ça peut faire écho à ce qu'on est en train de dire. C'est que j'ai l'impression que
on est dans une espèce de réseau de galeries d'être et de contexte en fait, et que des fois on a du mal à passer du contexte à l'être et de l'être au contexte, et que on est de plus en plus dans une dialectique et dans des moments d'échange et de paroles où on ne sait plus d'où on parle, on ne sait plus à qui on parle. Quel est le point d'origine, quelle est l'adresse en fait, à qui on s'adresse quoi. Et je pense que ça c'est un des gros problèmes. C'est-à-dire qu'en fait il faudrait commencer aujourd'hui les discussions par un cadrage de où on est, qui on est, d'où on parle de machin, etc. On peut pas le faire parce que sinon on se met à être des espèces d'apothicaires de misère administrative, du dialogue quoi. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Mais je pense que cette nécessité là, elle montre bien qu'on vit dans un dédale en fait quoi, et que c'est un dédale de miroir. Et j'aime beaucoup cette idée de l'ombre. C'est tout à fait ça. Je pense qu'on est en face de nous des gens qui font de la science-fiction avec nos corps en fait quoi. Ils produisent du récit de science-fiction en fait ces gens. Et c'est ça en fait, ils sont en train de faire advenir leur pire cauchemar sans se confronter à ce qui n'est pas pensé par eux, c'est-à-dire le réel en fait, c'est-à-dire le réel, le matérialisme trans, ces choses-là quoi. Donc en fait, nous sommes de la science-fiction. Moi, c'est quelque chose que j'ai dit au tout début de ma carrière. Je me souviens quand on me demandait si oui ou non je faisais de la science-fiction, j'ai toujours pas de réponse. J'en sais rien, quoi. Je veux dire, franchement, quand on lit mes bouquins, même moi, quand je les écris, je me dis, mais qu'est-ce que je fous, science-fiction? Mais en même temps, où je peux aller? Mais par contre, je disais très clairement que j'étais de la science-fiction. Que j'étais de la science-fiction, que c'était pas compréhensible, qu'il y a un endroit d'incompréhension. Mais moi qui m'intéresse à aller chercher, moi je pense qu'il y a beaucoup de la poésie et beaucoup de choses qui se nichent dans cette hébétude qui est très proche du trouble. Les Anglais ont un nom qui est très beau pour ça, c'est eerie. Ça j'aime énormément. Et donc pour répondre à ta question sur la représentation, et je vais être très rapide, c'est que moi je cherche cette fréquence-là. C'est-à-dire que nommer les choses, pourquoi pas, une personne trans, machin, etc. Moi, je pense que c'est important de montrer que dans des bouquins qui pourraient être dans un futur proche ou plus ou moins éloigné, il y a des pratiques, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient sociales, culturelles, whatever, qui nous ressemblent. J'ai pas envie d'écrire des choses qui soient dans une espèce d'absolue extase comme ça, où c'est que de l'invention folle, parce que ça pousse au fantasme. Deuxième anecdote. Festival des Utopiales, il y a 5 ans, 6 ans, une scène entière, une personne 6-7, en train de se la toucher sur le changement de sexe. Je déconne pas, hein. Et ils étaient là, c'est formidable, vous pouvez imaginer ce qu'on pourrait faire, changer d'homme, femme, machin, etc. Vous imaginez un peu sexuellement. Et là, ils se mettent à parler de partouze trans. Sur scène, ces vieux 6-7 là, pourris. Et moi j'étais dans la foule quoi, et je lève la main, et je pose une question, je prends la parole quoi. Et on me dit tiens voilà quelqu'un veut parler, oui je leur dis où sont les partouzes? Elles sont où? Moi je suis une meuf trans là, je commence ma transition, je vois pas partouzes. Moi je veux bien, moi je change de sexe, mais je les vois pas vos partouzes là. Ou montrez-les-moi. Donc il y a un endroit où, si jamais on va aussi dans la présentation logique de ce qu'on vit et de ce qu'on traverse, on risque de se confronter à la banalisation et à la vulgarisation par le prisme. Parce que on est 0,6 ou 7 de la population, quoi. On est R. D'accord? On est R et on parle que de nous. Et on nous empêche de vivre, et on nous empêche d'être, etc., quoi. Et donc, du coup, à un moment donné, est-ce qu'on va pas aussi leur montrer qu'on est infiniment plus précise et infiniment plus nuancée à la fois sur nos expériences pour les amener à un état d'hébétude face à nous, pas à un état de certitude. J'ai l'impression, et je peux me tromper, qu'il faut les faire bugger et qu'il faut amener les choses à bugger de plus en plus. On n'est même plus dans les moments de panique comme certains contre-cybernéticiens voulaient théoriser le glissement lent des réalités vers un état de panique frénétique pour tout faire crisser. Non, je pense qu'il faut aller à l'accident cognitif en fait, quoi. Il faut les débrancher, quoi. Vas-y. Non. Vas-y. Je pense que tu es injuste sur ta première anecdote. Ce sont deux mots qui sont très proches. On peut facilement confondre transidentité et transsylvanie.
Pour être un peu plus... Toi, je t'aime. Pour être un peu plus précise, je suis en désaccord avec ce que tu viens de dire. Je pense que, au contraire, cette panique morale, ce scandale en fait qui a lieu actuellement autour des personnes trans, mais qui avait lieu il y a un an, c'était la question du racisme qui obnubilait ces gens. C'était ah mon Dieu, c'était toujours les mêmes projections. On va détruire toutes les statues. Enfin, Emmanuel Macron a pris position à l'été 2021 pour annoncer ou 2022, je sais plus, pour annoncer que il était contre le fait de détruire les statues. C'était un programme politique porté par qui? Personne. On a le président de la République qui a pris. Mais on peut lui demander de prendre position sur d'autres sujets. Il peut aussi proposer qu'on ne dépince pas les crabes, je sais pas. Au contraire, je pense que en regardant ce que c'est que l'expérience qu'une expérience, je sais pas ce que c'est que l'expérience de la transidentité pour tout le monde. Je connais ma vie, c'est tout, c'est déjà pas mal. Je constate que les problèmes auxquels nous nous confrontons sont des problèmes ordinaires, sont des problèmes banals. J'écoutais hier une conférence avant-hier, une conférence de Leslie Feinberg qui parlait du début de son expérience de brouiller la barrière du genre et de la peur d'aller acheter un quart de lait à l'épicerie en bas de chez lui parce que cette crainte de se faire tuer. Mais j'ai entendu cette même peur dans la bouche de femmes cis confrontées au sexisme, de personnes trans bien sûr, de personnes homosexuelles, mais de personnes racisées confrontées, et on peut dérouler la liste. La crainte d'être aux mains à un moment donné un pouvoir médical qui nous fait des trucs sans nous les expliquer. C'est aussi quelque chose que tout le monde ressent. La crainte de devoir correspondre à des modèles d'identité de genre, à des modèles de présentation de genre qui nous font nous sentir inadéquates ou inadéquats et qui nous font manquer de pouvoir sur nous-mêmes sont des choses que je pense énormément de gens ressentent en réalité. Et là-dessus, il y a une volonté, me semble-t-il, de ségréguer cette expérience précisément pour ne pas montrer que c'est tout le système de genre à ce niveau-là qui se casse la gueule en fait, qui ne va pas, qui conduit à des situations de douleur pour plein de gens et de violence extrême. Et évidemment, dans le cadre d'un rapport de domination d'une classe sur l'autre. Alors moi, je parlais de représentation dans la littérature de science-fiction. Je parlais pas et d'accord, ça c'est une première chose. Je parlais très clairement de matérialisme trans et des expériences de nos vies trans. Mais par contre, je pense que face à un faf qui a pas d'amour, ton expérience, elle vaut chi, quoi. Ces gens veulent notre mort. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on comprenne ça, que en face, il n'y a pas d'amour. En face, il peut y avoir de l'amour si nous faisons cet effort d'amour en nous, de les accueillir en nous et de leur dire ça va, t'inquiète. Mais ça, là, ce trou qu'il y a entre eux et nous, et alors que moi, je le veux pas, ce trou. Moi, je veux les aimer. Je veux être capable de les aimer. Depuis mon expérience de meuf trans, depuis mon expérience de poétesse, depuis mon expérience d'humaine, de tout ce que tu veux, quoi. Mais à un moment donné, tu ne peux pas demander à un homme qui est en train de te mettre à terre, un genou sur ton dos, un flingue sur ta tête, et de lui dire « considère-moi comme une humaine ». Non seulement il te considérera pas comme une humaine, mais en plus, il te la mettra, cette balle, quoi. Donc, moi, je pense que nos communautés, et encore une fois, c'est mon avis personnel, et c'est une question qui me fait énormément réagir, parce que là, on est dans une confrontation directe entre la valeur de l'imagination, on va dire, contenue dans un livre, et l'expérience matérialiste de nos existences, qui sont des existences réelles, biologiques, documentées, qui sont des problèmes d'accès aux soins, qui sont des problèmes que les meufs rencontrent aussi, que les personnes racisées rencontrent aussi. Il n'y a pas de problème avec tout ça. Mais à un moment donné, dans le discours et dans l'imagination, et sur le travail de l'imagination, si ces gens se sentent pas réellement menacés par ce que nous représentons pour leur ordre, jamais ils auront cette énergie de nous intégrer à leur ordre. Et moi, j'ai envie de te dire, mais qu'ils aillent se niquer la bouche avec leur putain d'ordre, quoi. Tu vois? Et oui, c'est violent pour nos sœurs. Et oui, c'est violent. Et moi, cette violence que tu racontes, je l'ai aussi vécue très violemment. Ça a été même, enfin, je veux dire, bien sûr que pour tout le monde, le chemin vers la transidentité est difficile. Bien sûr que il n'y a pas une seule narration.
Mais c'est précisément parce qu'ils essayent de l'assigner à une seule narration qu'on est dans la merde, en fait, quoi. Donc, si tu veux la désassigner de cette narration-là, il faut multiplier les narrations, donc il faut multiplier les endroits de trouble, il faut multiplier les endroits d'abstraction, il faut multiplier ces trucs-là, parce que sinon, c'est sur leur terrain qu'on travaille, et on a zéro chance de survivre, même pas de gagner, juste de survivre, quoi. On est dead on arrival, quoi. Donc, est-ce que la littérature peut nous permettre d'approcher cette fréquence-là et ce Larsen-là pour leur faire comprendre, pour créer un nouveau terrain, pour ramener ce que tu disais, Gabi, tout à l'heure, tous ces gens qui comprennent cette nuance à un endroit qui n'est pas cet endroit d'ordre essentialisé, mythologisé depuis ces années. On est cristallisé là sur ce que représente aujourd'hui la science-fiction dans les luttes trans, quoi. Et c'est de ça dont je parle. Excuse-moi, hein, c'est pas du tout agressif contre toi ou quoi que ce soit. Hein. C'est moi qui suis là sur un sujet qui est pour moi le sujet dont il faut qu'on parle aujourd'hui dans un festival de science-fiction. Et voilà. Et tu veux voir concrètement le problème? On en parle de cette affiche? Hein? C'est un festival génial ici. C'est des gens super, queer, alliés, tout ce que vous voulez. On en parle de cette affiche? Oui. Ben merci pour votre temps. Je sais pas si tu veux rebondir, Saul, aussi, parce que t'as pas, mais sinon, je passe à la question d'après, hein, comme tu veux. Je voulais pas te couper l'herbe sous le pied. C'est le meilleur moment pour un modérateur quand il y a rien à dire, parce que tout le monde fait la discussion se fait naturellement. Je vais poser une question en plus sur un truc qui va peut-être faire débat aussi, donc désolé pour ta tension artérielle. Mais donc il y a un domaine de la science-fiction qui se saisit particulièrement des questions de genre. Et qui le fait d'une manière, je pense dont on peut discuter, c'est les dystopies féministes. Où notamment un sujet un trope assez classique, c'est les hommes ont disparu. Souvent pour des questions biologiques, hein, il y a un virus mortel qui ne cible que les hommes. Mais ce qui est pratique dans ces dystopies féministes, c'est qu'on se pose jamais la question de ce qu'est un homme. Alors que ce soit biologiquement parce qu'il y a un virus qui se balade, ou sociologiquement parce que une puissance matriarcale a décidé d'éliminer les hommes. Mais voilà, alors il y a plein d'exemples, hein. Je vais en citer 3 comme à la radio, comme ça on m'accusera pas de cibler quelqu'un en particulier. On peut partir de Françoise Daubonne avec Les Satellites de l'Amande, on peut parler d'Elisabeth von Harburg avec les Chroniques du Pays des Mers, on peut parler d'Afterland de Lauren Bucks, et dans toute cette litanie de dystopie féministe, il y en a plein que j'ai beaucoup aimé personnellement. Mais du coup, effectivement, on esquive systématiquement cette question de qu'est-ce que sont les hommes. Et moi, j'avais envie de vous poser un peu la question de, déjà un peu à votre avis, pourquoi est-ce qu'on fait cette économie de la pensée, mais aussi qu'est-ce que la prise en compte de l'existence et des vies des personnes trans, des expériences des personnes trans pourrait amener pour enrichir cet imaginaire, d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue littéraire, parce que voilà. Donc je sais pas si qui veut commencer là-dessus. Je pense la réponse est presque dans la question, dans le sens où en fait c'est un peu ce que vous disiez. Après, pour être tout à fait sincère, là j'ai le cerveau qui tourne à 2000 à l'heure, je crois que j'ai même pas encore tout compris des arguments respectifs. Il faut qu'on en reparle, il faudrait 4 heures, bref. Mais on boira une bière après. Pardon. On boira une bière après, voilà. On peut en parler. En fait c'est compliqué parce que considérer les personnes trans dans les contextes que tu évoques, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup nos existences sont renvoyées à une fonction. Notre rôle serait de débinariser un prisme trop binaire, sachant que, comme l'a très bien dit Pandov, il n'y a pas une expérience trans. Et puis, moi, mon but, il n'est pas forcément de débinariser tout en permanence. Enfin, je ne veux pas parler à votre place, on peut aussi en parler, mais je suis pas votre facteur débinarisant en fait. Et par ailleurs, il y a tellement d'expériences trans, il y a des gens pour qui la binarité ça va plutôt très bien. Ça aussi, je pense que dans les débats actuels, on oublie qu'il y a des personnes trans qui aujourd'hui ont 60, 70 ans, 80 ans, à qui le mot de transsexuel qui est très critiqué aujourd'hui va très bien. Enfin voilà, il y a quand même des tas d'expériences. Donc déjà il y a ça. Et l'idée d'être la personne trans qui va venir mettre le bazar dans un ordre, moi il y a quelque chose qui je sais pas, c'est comme une fonction assignée. Au final, moi, dans ce que j'écris, j'ai aussi envie de me déplacer. Et c'est pour ça que
je ne mets pas au cœur de mon écriture des nouvelles transitions ou le fameux guillemets changement de sexe ou autre. C'est que je parle de gens qui sont effectivement sur une expérience de genre, mais newsflash, tout le monde a une expérience de genre, il n'y a pas que les personnes trans. Tous et toutes dans la salle, vous en avez une, même si vous êtes OK avec votre genre assigné. Et effectivement, ça m'est arrivé dans mes écrits de dire, bah voilà, les hormones en 2130, c'est comme ça. La transition en 2130, c'est comme ça. Mais c'est pas mon point unique de focus parce que c'est, comment dire, ces actes-là, ces expériences-là, et c'est bien tout le problème d'ailleurs, elles existent dans un continuum. Et ça me frappe énormément aujourd'hui parce que j'ai des problèmes de santé. Donc, je me cogne le système médical et je saurais pas dire quelle est mon expérience. C'est à la fois horrible. Je rencontre des gens, mais qui sont horribles avec moi. Comme j'ai un peu de passing, je sais pas s'ils sont horribles avec moi parce qu'ils sont juste horribles ou parce que je suis trans. Des fois, je suis pas sûre. Des fois, ça se passe très bien. Et puis, des fois, c'est vraiment d'une minute à l'autre. C'est-à-dire que ça va se passer très bien, puis dans la minute d'après, ça se passe très mal. Enfin, et moi, c'est ça que je cherche. Voilà. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut qu'on cherche. C'est arrêter aussi avec l'idée de on va sensibiliser les gens à la transidentité, du coup ils seront acceptants et du coup tout ira bien. C'est aussi de montrer la manière dont les violences, et notamment les violences de genre, peuvent surgir à tout moment et dans des continuums où tu peux être à un moment dans un endroit où tout va bien et la personne coche toutes les cases entre guillemets et se comporte hyper bien et puis la minute d'après patatras. Et je parle pour moi-même parce que moi je me plante aussi tout le temps. Ça aussi c'est hyper important. C'est pas parce que je suis trans que je commets pas des violences aussi bien malgré moi envers mes adelphes trans, quoi. Voilà. Je sais pas si tout ça fait sens. C'est un grand paquet de plein de choses, mais. C'est vrai, je comprends. Du coup, Pando, si tu veux réagir sur ce qu'a dit Saul, sur la question, sur la réaction de Sabrina de tout à l'heure. Enfin bref, vas-y. Non, je pense que, enfin, sur la réaction de Sabrina tout à l'heure, j'apprends en fait parce que c'est aussi. Je pense qu'il y a de l'humilité à garder à ce niveau-là, que j'écoute et je pense que tu as raison effectivement de dire la part radicalisée anti tout de toute façon à laquelle on se confronte n'est pas l'idée même d'aller essayer de rationnellement convaincre ces gens me semble être complètement hors de propos en fait, parce qu'il y a rien à leur, enfin si, il y a des choses à leur dire mais il y a pas, enfin on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, quoi. Sur la question du gendercide, moi, ce qui m'a, donc ce style littéraire qui consiste à avoir une œuvre dans laquelle l'un ou l'autre des sexes est plongé dans un coma, disparaît, a disparu, etc. Ce qui est intéressant, c'est que il y a eu récemment une polémique, moi, j'ai toujours un œil sur ces polémiques-là, qui incluait un de ces ouvrages, puisque un certain nombre de critiques et d'auteurs trans de science-fiction avaient dit on voit venir le coup. Ça va être encore la énième histoire, etc. Et donc je sais plus le titre, mais en gros c'est une œuvre où les hommes sont tous envoyés dans une espèce d'enfer qui est ensuite télévisée en fait. Donc parfois il y a des spots télévisés où on voit apparaître ce qui leur arrive dans leur enfer pendant que les femmes vivent entre elles. Et l'autrice, anticipant cette critique, avait fait passer son œuvre à travers la lecture d'un sensitivity reader. Et décidé de rajouter, en gros, de dire, on lui avait dit, t'as pas pensé aux personnes trans, elle dit, bon, d'accord, je vais les inclure. Et donc, il y avait une meuf trans dans l'enfer avec les hommes et un mec trans qui se fait casser la gueule quand les femmes se rendent compte que c'est pas un homme cis et que c'est pas un homme cis qui a survécu. Et là-dessus, il y avait eu d'un seul coup une montée comme ça en conflit de, vous voyez, les trans essayent de cancel les auteurs, etc. Alors qu'il serait beaucoup plus intéressant de se confronter à que veut dire ce genre littéraire, en fait. Quelle est l'implication? Parce que je veux dire, il n'y a pas, enfin, le but n'est pas de rendre cette histoire là, me semble-t-il, en tout cas, de trouver la formule qui permette de la rendre trans-inclusive. C'est de se confronter au fait que, la question se pose, la question est intéressante à poser et elle peut être traitée de 1000 façons. Mais ce débat-là me semble rendu compliqué par une culture qui est complètement remontée au maximum pour que dès qu'une forme de polémique critique émerge, qui soit autre chose que machin il joue bien dans le film ou je sais pas quoi, ça soit immédiatement, dès qu'on prend au sérieux en fait cette littérature d'un point de vue et ses implications d'un point de vue social, ça devient immédiatement rabattu, immédiatement, comme tout, sur une polémique sur la liberté d'expression. Et donc,
y a pas de débat, il y a pas de critique, il y a pas de discussion possible, c'est juste voilà. Sabrina, si tu veux, je sais pas si t'as. Alors, je parle de quoi? On parlait de toutes ces dystopies féministes où effectivement les virus savent ce que c'est qu'un homme de manière très très simple et sans qu'on ait besoin de se le définir. Et du coup, tous les hommes sont morts, sont en enfer, sont dans le coma, whatever. Ou toutes les femmes, parce que ça arrive aussi, il y avait un bouquin de Stephen King comme ça sur toutes les femmes sont subitement tombent dans le coma. Et du coup, bon, c'est une vision très binaire de la société sur il y a des hommes d'un côté, puis il y a des femmes de l'autre, et on sait très bien qui est qui, et il n'y a aucun trouble à ce niveau-là. Du coup, effectivement, ça pose pas beaucoup de questions sur le genre et les différentes expériences du genre qu'il peut y avoir. Mais après, je sais pas si tu as un avis sur la question. T'as aussi le droit de pas en avoir. Non, j'en ai pas. Et non, parce que je connais pas les œuvres dont tu parles, et je m'intéresse très peu finalement à ce genre de truc. Le seul truc que ça m'évoque, c'est que je pense qu'ils en ont rien à battre. Et vraiment, je pense qu'on est dans un monde binaire, et je crois qu'on sera dans un monde binaire pendant un certain temps. On parlait des... je sais pas, le seul truc qui me rappelle, je me souviens dans la suite de Blade Runner, là, vous savez, une espèce de bouse infâme, là. Ce trou du cul, là. Et il y avait des robots qui se reproduisaient, c'était super, et ils avaient un kiki et un vagin, quoi. C'était trop bien. C'est genre, super, putain, mais t'as l'imagination, bravo, quoi. Donc, je crois qu'en fait, ça leur plaît, je crois qu'ils aiment ça, en fait. Je crois qu'ils kinkent ça, vraiment, quoi. Mais c'est ça, c'est ce que je disais, c'est libido Siendi, quoi. C'est le vieux gars en vieux jean pourri, en train de un télo en train de se poser la question sur les gamètes, et la meuf derrière, robot, proto-facho, machin, etc., qui est une espèce d'organe parfait, rutilante. Et je pense qu'en fait, ça leur convient bien, cette sexualité. Je pense que ça leur convient bien, ce monde. Je crois qu'ils sont bien assignés à leur place et tout, quoi. Donc, est-ce qu'ils ont envie d'être chamboulés? Peut-être qu'il y en a certains qui ont encore des velléités de vouloir se poser des questions métaphysiques sur le devenir de l'âme. Est-ce que les anges ont un sexe ou pas? Enfin, des espèces d'endroits comme ça, un peu pourrissants. Mais je crois vraiment, je pense qu'on est hors sol là-dessus, quoi, nous, quoi. Alors on est dans notre petit machin, et puis on fait nos expériences et nos recherches, et puis on se parle, et puis on s'aime, et puis voilà. Au final, je crois que ce qu'il va falloir vraiment comprendre, c'est comment on va réussir à s'interfacer, comment on va réussir à continuer à s'interfacer avec ce monde, parce qu'on ne le changera pas, ce monde. Il va rouiller et crever et s'effondrer sur lui-même. Les narrations qu'on nous file. Quelqu'un m'a parlé hier, je sais plus où, à GZ, je crois. Quelqu'un me parlait d'une série télé qui s'appelle Power, c'est ça? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Un truc avec des meufs qui développent un truc un truc genre anguille et qui tue les gars, c'est ça? On en est là, quoi. Et donc moi je crois qu'ils sont à l'aise là-dedans, et je crois que tout le système narratif il est fait pour nourrir ça, et qu'il a été fait pour nourrir ça depuis toujours. Et on a fait une conférence il y a pas longtemps avec Solis sur la queerisation de la science-fiction plutôt que la science-fiction queer. La queerisation des mythes et des récits médiévaux par exemple, des choses comme ça, où le genre très affirmé de la romance pouvait être subverti par les théories queer ou les pratiques queer ou les machins comme ça, quoi. Mais au final, on fait quoi, en fait? Enfin, je veux dire, c'est juste un kink. Est-ce que c'est pas juste un kink pour nous? Est-ce que c'est vraiment un acte politique? Est-ce que c'est vraiment un endroit de dépassement du monde qu'on peut faire pré-vitrification atomique de toute la planète? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra enfin réinventer quand on aura tout bien nettoyé, qu'on sera plus que 12 et qu'on se dira, hey, peut-être qu'on peut tous niquer ensemble cette fois, et dans tous les sens? Ça te dérange si je mets mon bras dans ton oreille? Ok? Et que là, peut-être que l'idée d'être une pute transsexuelle, ce que je revendique absolument, quoi. Et moi, je le revendique, ce terme de transsexualité, je le trouve très bien. Sera peut-être là, pour le coup, plus aucun terme ne sera nécessaire, quoi. Je veux dire, parce que une fois qu'on a le coude de l'autre dans l'œil, et la poutre dans le pied de l'autre, enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends, est-ce que c'est compréhensible ce que je viens de dire? Je crois que je suis en train de glisser très lentement. Non, mais quelque chose de très weird. Je comprends, je crois, en tout cas, ce que tu veux dire. Bon, alors, du coup, j'essaye de garder un œil sur l'heure. Il nous reste à peu près 5 minutes. Après, je sais pas quand est-ce qu'on va se faire virer de la salle, hein, de toute façon. J'avais une question d'ouverture qui me semble que j'aime bien poser. Bon, il reste énormément de territoires à explorer globalement, quand même, dans la SF queer, je pense. Enfin, en tout cas, de thématiques
Bon, effectivement, peut-être que c'est nos kinks hein, d'explorer ces terrains-là. Pour reprendre ce que tu disais, sur les questions de sexe, de genre, de biologie, enfin, bref, il y a un terrain de jeu et d'expérimentation encore largement sous-exploité. Il y a de la place sans doute aussi pour de la joie queer, des idées enthousiasmantes, où tout le monde finit pas en enfer avec une diffusion à la télé en plus, et enfin des nouvelles pistes littéraires, politiques, de vie aussi probablement. Et moi, j'avais envie de savoir quelle perspective vous imaginiez vous, qu'est-ce que vous avez envie peut-être d'écrire, de vous lire, enfin, qu'est-ce que vous avez envie de voir de positif sur la SF queer d'une manière générale, sur les histoires de biologie et de genre et de sexe. Sabrina, Saul. Moi, j'ai envie de lire plein de trucs déjà. J'ai envie qu'on me surprenne. Enfin voilà, j'ai pas envie de faire une shopping list de il faudrait qu'il y ait telle identité, telle identité, telle identité. Je pense que j'ai envie de lire des trucs qui me déplacent. Et puis quand même, j'ai envie de lire de la littérature transpédée. Il y en a, mais j'ai envie qu'il y en ait vraiment vachement plus. Voilà. Et non, j'aimerais aussi peut-être que parce qu'il y a aussi toute cette question de que vont faire les mecs si c'est hétéro blanc, voilà, puis que ils ne peuvent plus rien dire, les pauvres. Voilà. Bon, en fait, on peut dire qu'on s'en fout, mais en fait non, moi j'ai aussi envie de les voir écrire sur se cogner le patriarcat, mais vraiment quoi, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a peut-être des auteurs. Alors je vais faire des énormes généralités. Je pense qu'il y a des mecs qui écrivent des trucs très bien, mais il y a un peu cette idée de non mais moi je suis un gentil, moi je monte pas de blanche, regardez mon cast il est divers, il y a plein de personnages. Ouais, mais allez-y, cognez-vous le patriarcat et l'éducation des jeunes garçons aussi, l'éducation à la masculinité. Allez voir ces endroits là de noirceur. Moi ça me fait souvent penser comme ça à un étudiant que j'encadrais qui voulait travailler sur les violences faites aux femmes, et pendant super longtemps je lui dis bah mais ta position, elle fait que tu pourrais aller voir les incels. Toi, tu peux leur parler, en fait. Il a jamais voulu y aller, parce que c'était vachement mieux de parler aux victimes et d'être en empathie avec les victimes. Moi, j'aimerais bien que les gens qui sont dans des situations de, entre guillemets, de domination, en tout cas du côté des dominants, fassent ce job d'aller déconstruire les oppressions et ouais, cette haine, pour la nommer comme ça. Et là, en fiction, il y a aussi des trucs à faire, quoi. T'es arrivé au bout de ta réflexion? J'ai une réponse qui est un peu politiquement correcte. Mon bouquin, il s'est beaucoup inspiré, là encore, je me répète pour les personnes qui m'ont écouté parler tout à l'heure, il s'est beaucoup inspiré du travail de Suzanne Scott sur les fandoms et sur la façon dont un discours de défense des espaces de l'imaginaire contre l'invasion, entre guillemets, des personnes queer, des personnes racisées, des femmes, a été aussi utilisé comme façon de remobiliser des consommateurs. Et à ce titre-là, moi, il y a un truc qui me, parce que je consomme du mass média comme tout un chacun, et quelque chose qui m'atterre absolument, c'est les grands univers étendus dans lesquels il y a presque des devoirs à faire à la maison pour pouvoir être au courant de ce qui se passe dans le nouveau film de machin, et qu'il faut, bref, vous voyez de quoi je parle, je pense que tout le monde vit ça en ce moment. Et ce que Suzanne Scott évoque dans son bouquin, c'est une autre forme en fait de pratique geek entre guillemets, qui est les créations de fans, le fan art, la fanfic, l'invention de scénarios, de jeux de rôle, énormément de pratiques qui sont difficilement commodifiables, qui sont difficilement marchandisables, et dans lesquelles vont s'exprimer toutes sortes de représentations alternatives, parce que la réalité c'est que moi je sais pas ce que j'ai envie de, si j'ai envie d'écrire un bouquin, mais vous le lirez s'il sort, et puis voilà, mais j'ai envie de être surprise par mes potes qui écrivent des histoires originales, qui investissent du temps dans des fanarts auxquels j'aurais pas pensé moi-même, et de voir en fait à ce niveau-là, une décorporatisation, je sais pas comment dire, quoi, de ce qui constitue la masse de ce qu'on consomme, parce que, actuellement, j'en ai rien à foutre qu'il y ait un personnage queer dans Star Wars, en fait. J'ai juste envie de retourner à l'époque où Star Wars, c'était un espèce d'univers qui existait, dans lequel c'était possible d'écrire ce qu'on voulait, quoi. Qui a été, soi-disant aboli par Disney, comme si Disney avait le pouvoir de faire ça.
ou le droit de faire ça. Et ça me semble être quelque chose que je trouverais désirable. Sabrina, toi, il y a des choses que tu as envie de lire en SF queer J'ai envie de lire Saul. Moi, j'ai envie de lire Saul. Bah, c'est tout. Tu l'as pas déjà lu? Ouais, j'ai envie de lire Saul, j'ai envie de lire Zlidzi, j'ai envie de lire des meufs trans qui écrivent des trucs badass, bien vénère, du porn TPG futuriste. Allez, à fond, allons-y, mais go, 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 quoi. Et puis un peu plus d'amour. Et puis le mainstream, moi personnellement, j'en consomme pas je lis très peu de choses, si ce n'est les trucs de mes potes. Et voilà, il y a enfin, moi je vois aujourd'hui, et on en voit beaucoup ici, je pense que c'est important d'aller les soutenir, je sais pas s'ils sont encore là aujourd'hui, ils étaient là hier, mais il y a tout un tas de trucs très cool de stands de fanzine queer là, qui est vraiment très très beau, de poésie, où il y a de la SF dedans, mais c'est plus, on est au-delà du genre là, on est dans des vestiges et des ruines de trucs. Allez lire ça, allez voir ce que fait Indécise, allez voir ce que font ces gens-là, c'est extraordinaire. Et je pense que là, on a une génération qui arrive, hyper importante, qui a compris qu'à un moment donné, il fallait pas jouer le jeu de ces vieilles classiques mythologiques pourries en train d'empuantir notre imaginaire et d'empuantir l'espace public et d'empuantir le réseau et toutes ces merdes en train de crever là, et qu'il fallait inventer des choses dans les ruines avec des zèbres et des girafes et des nouvelles plantes et des nouveaux corps et de nouvelles pratiques et tout. Et ces gens existent, ces gens sont là, et ces gens ont besoin de votre thune, et ces gens ont besoin de votre soutien et de votre amour. Alors, je vous en supplie, lisez-les. Je sais pas si on a le temps pour prendre peut-être une question quand même dans le public. Ouais, je sais pas si c'était prévu non plus d'avoir des micros dans le public. Je vois rien parce que j'ai la lumière dans la gueule. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour poser une question, ou je pense qu'on peut même accepter les remarques parce qu'on est vraiment on est vraiment des rebelles. Donc si vous avez une remarque plutôt qu'une question, je pense qu'on prend aussi. Ah oui, super. Ça marche. C'est toujours bien quand ça marche. C'est une question qui suit une remarque générale, mais c'est une question quand même. Enfin, c'est pas une remarque, quoi. Je vois dans la représentation culturelle un problème qui est que ça crée une sorte d'image catégorisante des personnes. On produit des archétypes, on produit des clichés, et les archétypes et les clichés, c'est extrêmement éloigné finalement du quotidien et du vécu de personnes concernées. Et en fait, je me pose la question de comment est-ce qu'on peut faire pour représenter en fait nos spécificités en ce qu'elles sont finalement, enfin dans leur banalité, dans le quotidien, sans les banaliser pour autant, sans les diluer, les rendre presque inexistantes finalement, parce qu'on les vit nos spécificités, mais en même temps on reste des êtres du quotidien en fait. Comme tout le monde, on va aux courses, on fait nos études, on travaille, et du coup comment on fait pour représenter ça sans masquer nos vécus en même temps, mais sans les ériger en tant qu'idole ou en tant que presque en tant qu'outil divin ou que sais-je encore. Moi, je sais pas, j'ai un bout de réponse, qui répond pas à ta question, mais en fait, j'ai presque envie de partir de ton présupposé, qui est que l'archétype est mauvais. Déjà, pour moi, archétype et cliché, c'est pas la même chose. Je dis souvent, un cliché, c'est un archétype qui a dégénéré. Les archétypes, on en a besoin. C'est, je sais pas, même si on fait de la théorie littéraire, c'est les mythèmes, je crois, ce genre de choses. On a besoin. C'est aussi des choses que Sabrina disait plus tôt, voilà, sur des récits plus ou moins collectifs. Je pense que une des clés, c'est de comprendre que l'archétype, c'est plastique, c'est pas uniquement descendant. Et ça, c'est peut-être un truc aussi que le backlash nous fait oublier. C'est que les archétypes, on les crée quand vous sortez dans la rue, même si vous avez, alors je sais pas, mettons que vous soyez une femme cis, et que vous soyez pour des raisons professionnelles obligé de vous maquiller, de porter une jupe, des talons par exemple, d'ailleurs, ou également si vous êtes une femme trans d'ailleurs, et peut-être à plus forte raison, mais vous le réinventez aussi l'archétype, vous lui faites des trucs. Un archétype, c'est poreux, et typiquement je parlais tout à l'heure de vouloir lire de la littérature transpédée. Moi les archétypes PD, j'adore, j'en veux. Les moustachus en Marcel, les PD cuir, je les veux tous, je les adore, je les collectionne, j'ai envie de les changer, j'ai envie de les habiter. Et ça, c'est hyper important. C'est peut-être aussi un des trucs qui a été mal compris dans la théorie de Judith Butler sur la performativité du genre. Les gens ont mal lu un peu exprès en disant
elle fait comme si on pouvait choisir son genre sur un menu. C'est pas comme ça. Ouais, c'est pas comme ça. Mais c'est pas non plus juste un truc qu'on subit, le genre ou l'identité. Donc voilà, pardon, je fais un peu un pas de côté, mais je crois qu'il faut se réempouvoirer. On peut s'empouvoirer par les archétypes. C'est pas juste des trucs qui nous tombent sur la tête, quoi. Ouais, non, super. Mais alors du coup, ça me permet de parler d'autre chose. Le divin, on est d'accord, ça, faut mettre de côté. C'est plus ça. Enfin, on pourrait même pas le dire si ça existe ou si c'est ça, ça nous regarde. C'est entre nous et nous-mêmes. Quand la porte se ferme, quand on ferme les yeux, là, c'est là où le divin se fait. Il va pas se faire dans la pollinisation de la parole, des archétypes, des clichés. On s'en fout de tout ça. Tout ça, c'est du mainstream en fait. Ça, c'est du réceptacle de masse pour pouvoir se dire qu'à un moment donné, on a des choses qui vivent à notre place et se refuser le droit de vivre. Et ces gens font de la thune avec ça. Donc ça, faut le détruire. En tout cas, faut pas y participer. Et ne pas y participer, c'est le détruire. Parce que c'est divin. Et moi, on y croit, et puis ça crève. Donc, n'y croyons plus. Mais par contre, de manière pratique, pour répondre à votre question, qui est excellente, moi, mon élément de réponse, il serait sur parlons de là, maintenant, tout de suite, de nos communautés, de nos bails perso, de notre intimité, de nos expériences, de comment on chope nos cachets, de comment on s'échappe de nos cachets, comment on crée nos liens, comment on crée nos relations, de ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, dans les générations qui arrivent, avec nos mots, avec les mots des générations qui arrivent, et comment on réinvente à l'aune de tous ces mots, et là de toute cette chose qui bouge, de cette eau qui bouge, tout ce qui nous a précédés et qui nous empêche de respirer. Voilà, donc ici, maintenant, tout de suite. Voilà. Je crois que j'ai pas en fait grand chose à rajouter à ce qui vient d'être dit, si ce n'est j'ai pas publié de fiction de ma vie, donc je pourrais pas parler de comment représenter les personnes trans dans la fiction. Si je savais le faire, je l'aurais fait. Je pense que l'expérience qui est la mienne, c'est-à-dire l'expérience d'avoir écrit un bouquin de non-fiction, m'a conduite à me poser cette question de savoir comment dois-je, mon coming out est fait, comment dois-je prendre la parole, dois-je dire en tant que machin, en tant que truc. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment c'est la multiplicité des stratégies qui compte. C'est-à-dire, moi, actuellement, ma stratégie personnelle consiste à jouer au maximum de l'image de la rationalité abstraite. Parce que j'ai pas envie de donner aux éventuels interlocuteurs que j'aurai le plaisir de dire je viens pour témoigner, à vous d'analyser. Je refuse ça. Je revendique de faire de l'analyse généraliste et c'est tout. Mais ceci étant, je pense qu'il y a une erreur et qui était commise dans un certain nombre de discussions qu'on avait précédemment sur que faire face à l'hégémonie culturelle de l'extrême droite, que faire face à plein de trucs, qui est de penser qu'il n'y a qu'une seule stratégie gagnante. Je pense que c'est l'existence d'une très grande multiplicité de stratégies qui marche. Et je pense que ça marche parce que ça a marché pour nos ennemis, en fait. Et donc, si ça marche pour eux, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour nous. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, avoir des personnes qui adoptent des positions, qui font des trucs très différents, en fait. Et je pense que ça peut peut-être s'extrapoler à la fiction. C'est-à-dire, peut-être qu'effectivement, avoir une histoire complètement, entre guillemets, ordinaire et une autre complètement extraordinaire il y a de la place pour tout en fait, et on verra bien ce qui touche les gens et on verra bien ce qui marche. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question ou c'est fini? Bon, merci beaucoup à vous public, et puis merci Sabrina, merci Saul, merci Pandov, voilà.